Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Cette semaine, nous avons la chance d'accueillir Serge Guérin. Bonjour Serge. Bonjour. Et Serge, tu es sociologue français, un métier que j'aurais toujours aimé faire. Et tu es spécialiste des questions liées au vieillissement et à la seniorisation, un sujet que, à 2 minutes de bonheur, on aime particulièrement. Donc, tu t'occupes des enjeux de l'intergénérationnel, de la seniorisation de la société, ce que je disais, et tu travailles sur des théories de l'éthique de la sollicitude. Alors, tu as écrit plein de livres, Serge, mais on va s'arrêter notamment sur un que tu as écrit en 2017 qui s'appelle La guerre des générations aura-t-elle lieu chez Kalman Levy. Et du coup, parler sur les rapports de la société, du coup, sur l'intergénérationnel. Tu es parti sur une idée assez concrète que cette guerre des générations qui opposerait une jeunesse moderne et pauvre à des seniors ringards et riches est une idée reçue et qu'au contraire, le lien intergénérationnel se renforce dans notre société. Du coup, ça, c'est quelque chose dont on va parler au cours de notre interview. Mais tu travailles aussi autour des seniors, autour des personnes âgées et du rapport de la société avec le vieillissement. Et ça nous intéresse, et notamment dans ton dernier livre, Et si les vieux aussi sauvaient la planète, aux éditions Michalon en 2024. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Alors Serge, je vais commencer. Si, ce que je voulais dire aussi, c'est que tu es un peu comme tout le monde, tu as un péché mignon, ai-je compris? Tu C'est aimes le chocolat. Alors, raconte-nous déjà, c'est ma première question, quel est ton chocolat préféré? Alors, on peut difficilement donner des marques, quoique moi j'aime beaucoup justement les. Ce qui est intéressant dans le chocolat, c'est bien sûr il y a le plaisir, il y a le goût, il y a même l'atmosphère, il y a l'âme qu'il y a derrière. Il y a simplement une sorte de fraternité, c'est-à-dire que on mange pas du chocolat tout seul, on déguste du chocolat avec d'autres. On se donne des bonnes adresses, on partage, par exemple, un très bon chocolat chaud quand il pleut, quand il fait froid. Mais je dois dire que même quand il fait chaud, je prends du chocolat. Alors parfois, on peut prendre un chocolat frappé, qui est très très frais, par exemple. Mais souvent, c'est aussi de le partager avec des personnes, d'échanger, voir justement des adresses, des recettes. Je suis le champion du monde de toute catégorie de la bouillie au chocolat, par exemple. Et mes enfants qui sont plus tout à fait des enfants, parfois me disent encore, même à 25 ans, dis donc, allez, tu nous fais une bouillie, quoi. Il y a aussi quelque chose autour de ça. Donc, il y a ce plaisir à la fois un peu régressif, mais en même temps, il y a une vraie fraternité heureuse autour du chocolat. Et il y a des gens, il y a aussi des artisans qui sont, moi, je trouve, extraordinaires Ah bah ça. justement d'avoir inventé quelque chose. Moi, ça peut m'arriver dans une boulangerie, une pâtisserie, qui est quasiment de demander à embrasser le pâtissier ou la pâtissière, parce qu'il y a une religieuse au chocolat formidable, il y a un éclair insensé, il y a des choses comme des soufflés. Ah, les soufflés, c'est une difficulté exceptionnelle. Et là encore, on est déjà dans la question de l'intergénération, parce que souvent, des gens jeunes, moins jeunes d'ailleurs, ont appris le métier avec d'autres qui sont souvent plus âgés, mais pas nécessairement plus âgés, en tout cas plus anciens dans la profession. Et c'est donc aussi comment on apprend un tour de main, comment on apprend un secret, une magie qui est autour de ça. Un gars comme Benoît Castel, par exemple, qui est dans le 20e arrondissement, il fait un chaud au chocolat à se damner. Et puis il fait aussi un chocolat chaud, il a mis un tout petit peu de caramel au beurre salé. Donc là, par exemple, il fait quelque chose qui est très très bon. Et il a, je crois, 3 boutiques. Et donc, encore une fois, ce sont des artisans. Un gars comme Jacques Genin, qui se dit lui-même un fondeur au chocolat, fait des chocolats parfois, mais avec des ganaches, avec des petites choses en plus, il va trouver des petites amandes de tel endroit, il va trouver des capres d'Italie, que sais-je encore. Donc voilà, donc on a plein de gens comme ça, et finalement ils transmettent aussi quelque chose, et puis ils entraînent des gens plus jeunes, ou en tout cas plus nouveaux dans le métier, parce qu'évidemment c'est pas nécessairement tout à fait la même chose, et ils vont ensemble transmettre un savoir, transmettre une passion, et puis à des gens comme moi qui sont juste des consommateurs avertis, transmettre un plaisir. Donc le chocolat nous parle aussi d'une société plus bienveillante, d'une société où justement cette éthique du care, cette éthique de la sollicitude serait là, parce que c'est aussi de se dire, moi je peux pas, j'ai écrit plusieurs bouquins sur le chocolat. À un moment donné, je disais, mais je peux pas déguster un très bon chocolat si j'imagine que par exemple ce sont des enfants qui l'ont produit. Si j'imagine que les terres où elles sont faites, on utilise beaucoup d'intrants qui sont pas du tout bons pour la terre. Donc c'est aussi pour ça d'ailleurs que je ne mange pas du chocolat industriel
et que je préfère aller chez un type comme Bonnat. Je crois que c'est la 4e génération. Donc là aussi, on apprend. Et Bonnat, ses fèves, il va les chercher lui-même. Il sait où elles sont faites. Un gars comme Marcolini, il connaît quasiment la grand-mère qui a la parcelle de terre où tel ou tel type de fèves vont pousser. Donc là encore, on est aussi dans quelque chose qui est plus large. On mange comme on vit, d'une certaine manière. Et je pense qu'on déguste. Je n'ai pas appris grand-chose de la vie, mais quand même quelques petites choses. Et entre autres, que quelqu'un qui n'a pas un minimum de plaisir de vivre, qui n'est pas un minimum gourmand, a priori, il faut s'en méfier. Donc c'est aussi, je prends le temps aussi d'échanger avec l'autre. Je prends le temps de déguster en commun. Et ouais, je pourrais partir sur 3 heures, donc on va s'arrêter sur la question du chocolat. Là. Mais en tous les cas, ça me parle bien déjà. Prendre le temps d'être heureux, c'est quand même la baseline de 2 minutes de bonheur, ça c'est Ah bah, sûr. Et puis, à travers ce que tu dis le chocolat, on est dans notre sujet. c'est C'est ça. la transmission aussi. C'est cet échange entre les générations, comment ça se passe? Du coup, ça va être une de mes questions, mais pour toi, quelles sont les principales barrières à une bonne communication entre les générations, justement? Alors peut-être que la première barrière, mais c'est à une bonne... parce que le mot communication est le bon, à un bon échange, à une bonne écoute, c'est savoir s'écouter justement, c'est avoir envie d'écouter l'autre, c'est-à-dire avoir suffisamment de modestie et de doute. Albert Camus disait, s'il y avait le parti du doute, j'adhérerais. Et ouais, je suis beaucoup là-dessus. Il faut essayer aussi. Les gens qui sont trop sur d'eux, assez souvent d'ailleurs, ce sont des gens qui ne sont pas compétents. Parce que plus on connaît un sujet, plus on est modeste. Ou être capable d'avoir suffisamment de modestie pour dire, attendez, sur ce sujet-là, j'en sais rien. Ou je fais confiance aux gens qui savent. Par exemple, au moment des vaccins, je dis, mais moi, je ne suis pas un médecin. Je suis un scientifique, mais des sciences humaines. Donc, je peux comprendre, expliquer pourquoi les gens se défient des vaccins. Mais en revanche, je fais confiance aux gens dont le métier, dont la compétence, dont l'expertise, dont les études font qu'ils savent de quoi ils parlent. Donc, à un moment donné, c'est aussi peut-être que le premier élément d'écoute, c'est la notion de modestie. Je vais t'écouter parce que je ne suis pas si sûr que ça d'avoir raison. Mais après, je peux avoir des convictions et essayer, voilà. Donc c'est même pas entre les générations d'abord, parce qu'il y a des gens qui ont le même âge, des jeunes de 20 ans qui ne s'écoutent pas, qui ne se parlent pas, qui sont parfois chacun, par exemple, sur des réseaux sociaux différents, qui vont jamais partager ensemble. Et donc, c'est la notion, d'ailleurs, c'est intéressant, partage. Donc, on a aussi cette notion-là. Je partage et je partage avec les âges. Donc, la première notion d'intergénération, c'est les gens âgés comme les gens jeunes et suffisamment de modestie et de doute pour dire peut-être que l'autre peut m'apprendre quelque chose. Peut-être que l'autre de 20 ans, alors j'en ai 80, peut m'apprendre quelque chose. Mais peut-être que l'autre de 80 ans, alors que moi j'en ai que 20, peut aussi m'apprendre quelque chose. Donc derrière, c'est déjà la notion de réciprocité. C'est la grande révolution, on pourrait dire, la grande mutation sociologique, anthropologique et tout ça, c'est qu'avant, si c'était normal, j'apprenais auprès de quelqu'un qui avait l'expérience. Parce qu'on apprenait de cette manière-là. Est-ce que tu rajouterais, est-ce que tu rajouterais la curiosité là-dedans? Oui, bien sûr. Et d'une certaine manière, tant qu'on est curieux, on est en vie. C'est toujours un peu le rythme. D'ailleurs, on peut se dire, mais je connais des gens de 20 ans qui n'ont aucune curiosité. Et je connais des gens de 80 ans qui ont toujours de la curiosité. Et souvent, d'ailleurs, on garde cette curiosité. Parce qu'avoir un esprit curieux, c'est, je ne sais pas si on est curieux ou pas, ou si on l'apprend. Est-ce qu'on l'apprend maintenant suffisamment? Mais en tout cas, la curiosité, c'est prendre le risque aussi d'avoir une information, d'avoir une découverte qui va un peu nous bousculer. C'est-à-dire que si on est pétri de certitude, si on est un monstre de certitude, si on n'a que des certitudes, et on peut être un enfant de 5 ans, avoir que des certitudes, être un jeune de 25 ans, avoir que des certitudes, être un adulte de 45 ans, avoir que des certitudes, être un adulte de 75 ans, avoir que des certitudes, bah, il n'y a plus de curiosité, il n'y a plus d'ouverture. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un socle. Alors la question, c'est d'avoir un socle suffisamment solide pour accueillir aussi des incertitudes. Ce qui tombe bien, parce que notre monde est fait d'incertitudes, et sans doute que le monde de 2024, 2030, 2050 sera plus d'incertitudes que le monde de 2000. Peut-être y aura-t-il quelque chose autour de ça. Et les incertitudes, c'est toutes les grandes transitions. Moi, j'essaie de beaucoup parler de ça aux étudiants ou dans des conférences et tout ça. On a beaucoup plus de transitions aujourd'hui. Transition évidemment digitale, mais la transition géopolitique, la transition écologique, la transition démographique. Enfin, toutes ces transitions créent de l'incertitude. Est-ce qu'on est prêt à accueillir l'incertitude ou est-ce que ça nous fait tellement peur qu'on se barricade?
Sauf que si on se barricade, en effet, on perd toute curiosité, on ne progresse pas, et entre autres, on ne crée pas d'intergénération, puisque une des manières de passer par-dessus les barricades, c'est en effet d'aller vers d'autres qui ne ressemblent pas nécessairement, par exemple en termes d'âge. C'est aussi d'intégrer, de comprendre que y a un discours aujourd'hui, à mon sens, très très réducteur, très très triste, très très dramatique même, c'est d'enfermer les gens ou de s'enfermer soi-même dans un seul élément de son identité. Ça va être ma religion, ça va être ma couleur de peau, ça va être mon âge, ça va être mon sexe, que sais-je encore. Non, on est fait de plein de choses. Et c'est ces éléments-là qui sont intéressants, qui forment notre richesse. Et les Lumières, c'était de nous informer, de la modernité occidentale, c'est de refuser de nous enfermer dans un seul élément. Par exemple, tu as quel âge, donc tu penses comme ça? Mais c'est pas vrai. Au même âge, je peux penser différemment. Au même âge, je peux avoir déjà des expériences différentes. Je peux avoir 20 ans et déjà avoir vécu beaucoup d'expériences, parfois dramatiques, parfois magnifiques. Je peux avoir d'ailleurs 60 ans et avoir vécu parfois moins d'expériences. Généralement, quand j'ai vécu plus longtemps, j'ai accumulé plus d'expériences. Mais c'est une généralité. C'est pas le cas de tout le monde. Certaines personnes ont finalement eu assez peu d'expérience, ont fait des études, ou pas d'études d'ailleurs, ont enseigné, là, et sont restés souvent dans un même monde. Et puis d'autres ont traversé plein de mondes. Il y a des gens de 20 ans qui ont déjà traversé plein de mondes, parfois de façon dramatique, parfois de façon joyeuse. Et à côté de ça, enfin, j'ai envie de te raconter une anecdote un peu plus personnelle. On a une maison à la campagne qui est assez retirée et on avait un voisin qui était jamais sorti de chez lui. Donc, il avait toujours vécu là. Et nous qui avons beaucoup voyagé, vécu à l'étranger pendant je sais pas combien de temps. Et à côté de ça, j'ai toujours trouvé hyper intéressant de discuter avec lui parce que il avait une connaissance de la terre, une connaissance de la nature que moi, je n'avais pas. Et il nous a vraiment transmis des choses incroyables, allumer un four à pain, connaître la nature, repérer le temps, et que moi, peut-être avec, entre guillemets, plus d'expérience, j'étais loin d'avoir toute son expérience à lui. Donc finalement, chacun arrive avec ses expériences qui sont malgré tout très différentes. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est s'intéresser aux autres. Mais s'intéresser aux autres, c'est parfois s'intéresser juste aux gens qui sont dans le même immeuble, dans le même village. Puis c'est marrant, on va être passionné par ce qui se passe au bout de la Terre, sans jamais rencontrer le bout de la Terre en question, avoir des grandes idées sur ce qui se passe au bout de la Terre, mais être incapable d'aller dialoguer avec l'enfant, avec le jeune, avec le vieux, qui est juste en face de chez soi. Parce que la question aussi, c'est prendre le risque de l'altérité. Et l'altérité, elle est d'abord physique, facile à travers des écrans, facile à travers des images. Mais à un moment donné, c'est la personne là, tu as déjà discuté avec elle? Ouais, bah, elle n'est pas très intelligente ou elles sont pas très bons. Oui, d'accord. Mais donc, il y a ça aussi. Et donc, et évidemment qu'il y a plein de manières de faire cela. Et encore une fois, c'est la question de la curiosité, c'est la question de l'ouverture, c'est la question de la capacité à sortir un petit peu de sa bulle à soi. Il y a les bulles de bonheur, mais il y a aussi les bulles de l'entre-soi. Et on est beaucoup là-dedans. Et malheureusement, tout ce qui est réseaux sociaux, sans faire le discours ringard sur les réseaux sociaux, c'est quand même des bulles de confort. Parce que le plus grand déconfort, c'est d'échanger que avec des gens qui pensent comme vous. Et je dis souvent aux étudiants, on pense pas. Ça s'appelle pas penser, ça s'appelle répéter. C'est répéter ce qu'on a toujours entendu en famille. C'est répéter ce que disent les copains. C'est répéter ce que disent des gens qui pensent comme vous. Et aujourd'hui, on est beaucoup là-dedans. Et on veut pas prendre le risque de penser, je dirais, contre soi-même. De penser avec des gens. Alors après, il faut que les gens acceptent le dialogue. On ne pense pas avec des gens qui refusent le dialogue. Et puis, il faut penser quand même à partir de faits. Si on n'accepte pas les faits minimum, ça marche pas. Si on n'accepte pas, je sais pas, si on nie qu'il y a eu des camps de concentration, il y a eu des millions de juifs qui ont été dans les fours crématoires, si on dit non, c'est pas vrai, on peut pas discuter. Il y a des faits qui sont là. Si on dit non, non, mais il n'y a pas d'insécurité supplémentaire en France, si il y a de l'insécurité supplémentaire en France, si on dit non, non, c'est pas vrai, c'est juste un sentiment, là on refuse les faits. Si on dit ah non, mais il y a pas, il y a toujours autant de gens âgés en France, non, c'est pas vrai, il y a eu beaucoup plus de gens âgés en France qu'hier. Donc il y a des faits. Ah non, non, mais l'espérance de vie, elle augmente pas. Si l'espérance de vie, elle augmente. Voilà, c'est d'abord s'accorder sur un minimum de faits et ensuite, on peut en tirer des conclusions différentes. Mais en tout cas, voilà. Et à partir de ces faits, donc ça veut dire aussi un minimum d'instruction, un minimum d'éducation, un minimum de capacité, encore une fois, d'écoute de l'autre. Et un minimum d'accepter, de prendre son risque et d'accepter peut-être de changer d'avis. Je dis toujours que les gens qui disent « Ah, tu n'as pas changé », j'ai la chance, on me le dit assez souvent, y compris parce que comme je ne prends pas de cheveux blancs, je suis relativement tranquille. Comme je suis chauve, je dis ah mais t'as pas bougé, ainsi de suite. Mais je dis
Si, j'ai beaucoup changé. J'ai changé déjà intellectuellement. Je ne pense pas sur certains sujets la même chose que je pensais il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. J'ai écrit une quarantaine de bouquins. Il y a certains livres, alors je les relis pas nécessairement, mais il y a certains livres où je crois que je suis assez en désaccord avec ce que j'écrivais à l'époque. Parce que simplement, l'époque a changé et parce que j'ai évolué. Donc, il faut prendre en compte ces choses-là. Il faut accepter de dire, ouais, j'ai changé. Et oui, je crois que je me suis trompé sur certains sujets. Oui, c'est vrai. Et aussi, je ne sais pas que je m'étais trompé nécessairement, c'est que aussi, le monde a changé. Donc, je ne le regarde pas de la même manière. Comme mon métier, parler de sociologie, c'est d'essayer quand même, avec un regard assez factuel, après d'en tirer des éléments, mais d'essayer d'expliquer une partie du monde, je ne suis pas capable évidemment d'expliquer tout, mais sur des faits sociologiques, sur des faits de société, sur évidemment les questions d'intergénération, de vieillissement, de solidarité, mais aussi de comportement, d'expliquer, mais et donc d'admettre aussi que j'avais pas tout vu. Alors, les choses que j'avais vues, puisque quand j'ai fait ma thèse, il y a plus de 30 ans, j'étais un peu le seul à dire attention, la société va évoluer avec le vieillissement. Et que les gens âgés ne vieilliront pas de la même manière, ceux, je sais pas moi, des années 1980 et ceux des années 2000 ou 2020 et 2040. Enfin, qu'on évolue aussi. Donc c'est accepter aussi de réfléchir et de prendre le risque de se tromper. Et d'avoir toujours, ou d'essayer d'avoir une espèce d'éthique de la modestie, de se dire du doute, une éthique du doute. Une éthique du doute, ouais, que je trouve très intéressante. Enfin, je trouve que c'est amené à une forme de souplesse relationnelle aussi, que ça soit avec soi-même comme ceux avec lesquels on est. C'est-à-dire, je suis influencé par toi. Je peux me laisser influencer par toi. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, même dans la structure. C'est comme ça qu'on évite, on évite d'être rigide, en fait. C'est ça. Le mot, il est là, je trouve. Accepter d'être influencé, accepter d'entendre une parole qui n'est pas la mienne. Oui. Et ça, et en effet, éviter. Alors, ça ne veut pas dire de ne pas avoir des convictions. Il y a des choses qui ne doivent pas bouger. Il y a une morale, il y a des convictions. J'ai toujours cette formule d'Albert Camus, un homme, ça s'empêche. Donc, il y a des choses qui ne doivent pas bouger, mais en même temps, sur plein d'autres choses, bah oui, bien sûr. Ah oui, j'avais pas vu les choses comme ça. Ou on parlait de gastronomie, on parlait de chocolat. Ah bah, je pensais que j'aimais pas. Puis là, tu me l'as fait goûter d'une autre manière. Ah oui, mais ça, c'est super bon. Mais peut-être parce qu'il a été fait un petit peu différemment. Oh, bah, moi, les salsifis, ça n'a jamais été trop mon truc. Ah, mais là, dis donc, ils sont super. Et ainsi de suite. C'est aussi s'ouvrir à se dire, ah oui, mais il y a une autre recette qui me permet de découvrir des choses différentes. Ouais. Donc, on Faire parle de le petit pas gastronomie de parce que c'est côté. assez facile. Mais ça peut être aussi sur d'autres sujets, de dire, ah ouais, j'avais pas vu les choses comme ça. Oui, ah bah oui, voilà, il y a telle personne, elle a fait changer les choses. Je suis un admirateur du capitaine Sankara. Voilà. Et manière de dire aussi, il finissait souvent ses discours en disant ah bah la paresse. C'est de dire ouais, faut aussi travailler. Je suis pas une victime, je suis aussi responsable ou co-responsable de la société. C'est pas toujours les autres. Parfois je dis ça à des étudiants, non mais vous accusez toujours les autres. Vous n'êtes pas un petit peu responsable vous aussi? C'est facile de dire non mais il m'a pas compris ou le prof machin. Non, c'est peut-être soi aussi. Il y a accepter au minimum une co-responsabilité. Absolument. Et accepter une responsabilité individuelle. C'est pas que les autres. Il y a des enjeux collectifs. Est-ce que tu penses qu'il y a des valeurs ou des traditions que tu trouves importantes à transmettre? Ouais. Je pense que les gens qui pensent qu'il n'y a aucune tradition, aucune valeur, c'est des cyniques et que c'est hyper dangereux. On a besoin, on a un socle de valeurs, alors les valeurs judéo-chrétiennes pour l'Occident, qui ont été des valeurs qui sont au-delà de l'Occident, qui étaient aussi une sorte d'universalité justement. Il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des choses qui ne se font pas où que l'on soit. Encore une fois, je reprends la formule d'Albert Camus. Un homme, ça s'empêche. Les choses, ça se fait pas. C'est pas bien. Et c'est pas moral. Et donc, il y a une base, et qui me semble être une base universelle. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, c'est très relatif. Non. Je sais pas, on n'est pas anthropophage. C'est pas relatif, c'est on n'est pas anthropophage. L'inceste, c'est quelque chose qui est inadmissible. Il y a des choses comme ça qui doivent être, qui doivent être fermes. Il y a, là encore, peut-être ne fais pas à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse à toi-même. C'est pas idiot comme base. Voilà. Il y a des choses qu'on s'interdit. Il y a des choses, voilà. Ça veut pas dire qu'il faut faire de la leçon tout le temps. Mais il y a quand même des éléments. Donc on a une base à transmettre. Le respect. Le respect des gens fragiles, par exemple. Le respect des personnes âgées. Le respect des enfants. Le respect de quelqu'un qui est à terre. Que sais-je encore. Voilà. Des choses comme ça. On ne tape pas sur quelqu'un. On écoute, on discute, même si on est en désaccord. On n'écrase personne. Enfin, il y a des choses de base qui paraîtraient ou qui me paraissaient quand j'étais enfant à l'école
comme naturel. Et malheureusement, on voit que pour certaines personnes aujourd'hui, c'est pas si naturel que ça. Se retenir, encore une fois, un homme, ça s'empêche. Il y a des choses, ça ne se fait pas. C'est l'écoute. Peut-être cette notion justement de doute. Dire, je suis pas sûr. Je suis sûr de certaines choses. Mes parents sont mes parents. Les choses se font comme ça. Ok. Mais il y a des choses. Ok. Peut-être j'en suis pas sûr, mais il y a des choses. Je dois être ferme sur quelques principes. Peut-être que le mot moral est trop fort. J'en sais rien. En tout cas, avoir des principes de vie. Ouais, Je fais pas un croche-patte à quelqu'un qui court. Oui, je peux sourire, voire même rire parce que quelqu'un est tombé. Ok, parce que c'est comme ça, hein, c'est Bergson, une espèce de rire. Ouais. Sauf qu'après, je vais quand même voir si la personne s'est pas fait mal. Et puis, je vais l'aider. Voilà. C'est encore une fois, c'est aussi cette. Lévinas parlait de non-indifférence du prochain. C'est-à-dire de se dire, ouais, il y a quelqu'un qui est là, je peux pas aider tout le monde, c'est pas vrai. Mais je peux faire un minimum attention aux gens. Je peux prendre 2 minutes pour aider quelqu'un à traverser la rue. Je peux prendre 2 minutes pour expliquer à un touriste où est la Tour Eiffel. Voilà. Je peux faire des choses comme ça. Et c'est pas. Et en plus, souvent de se dire que quand je le fais, je me fais du bien à moi. Parce que d'abord, j'ai le sentiment, tiens, j'ai été utile. Tiens, j'ai rencontré quelqu'un. Tiens, j'ai échangé. Tiens, on a partagé un sourire. C'est ce que Marcel Mauss parlait du don et du contre-don. C'est-à-dire c'est cette notion de donner à l'autre sans espérer une rémunération financière. Non, la plus belle des rémunérations, c'est un sourire, c'est un peu d'attention. Cette morale de l'attention, on pourrait dire. Donner, recevoir, rendre. Et quand je reçois, ah bah tiens, Serge, je sais que tu adores le chocolat, j'ai fait des cookies, j'ai pensé à toi, je t'en ai amené un. Ça m'arrive assez souvent parce que les gens, sachant que j'aime le chocolat, et il n'y a rien quoi. C'est super sympa, c'était un cookie, c'est pas un effort extraordinaire, mais tiens, j'ai pensé à toi, tiens, je t'ai fait découvrir cet élément. Puis moi sur autre chose, ah bah tiens, regarde, j'ai ce nouveau chocolat, je sais pas quoi. Voilà, c'est juste un petit peu d'attention. Donc il y a en effet peut-être une morale de l'attention. Il y a peut-être quelque chose autour de ça, une éthique de l'attention. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se sentent, et quand je dis beaucoup de gens, c'est la majorité, se disent, mais finalement, il n'y a plus d'attention, on ne me considère pas. Il y a aussi une morale de la considération, presque une écologie de la considération. C'est-à-dire que finalement, les gens ne se sentent pas considérés. Moi, mon métier, d'ailleurs, on ne parle même pas de métier, on parle de job, on parle de travail. Et il y a plein de gens qui disent, oui, moi, ce que je fais, personne ne me demande vraiment ce que je fais. Dans une enquête que j'avais faite sur justement des retraités et du bénévolat. Et un monsieur m'avait dit, mais moi, la grande différence, il aidait une association de jeunes, il venait le mercredi pour leur refaire la compta. Il disait, ouais, alors ils sont super, mais alors ils sont vraiment bordéliques et tout ça. Et donc lui, il venait, il avait toujours été comptable, il aimait ça, et il avait, voilà, par contact, cette association lui avait demandé, des jeunes qui faisaient, il a dit, est-ce que vous pouvez venir une après-midi par semaine pour nous aider à la compta? En fait, il y passait la journée, il dit, chaque fois, je refais tout, parce qu'ils sont nuls, ça les intéresse pas, et ainsi de suite. Il disait, mais c'est pas grave, c'est sympa, je suis avec les jeunes, je vois ce qu'ils font, je trouve ça utile, ce qu'ils font et tout. Il me disait, mais la grande différence, vous savez, c'est quand je pars le soir, ils me disent merci. Et moi, en 40 ans de boulot, on m'a jamais dit merci. On m'a payé, tous les mois, j'avais ma paye, mais je n'étais jamais remercié pour ce que je faisais. Ben voilà, la considération, c'est ça. Merci, vous avez apporté quelque chose. Ces jeunes, ils s'en foutaient de la comptabilité. Ça les intéresse pas. Très bien, mais ils savent que c'est important et qu'il faut le faire. Et ben voilà, cette morale de la considération, cette écologie de la considération, cette morale de l'attention, cette écologie de l'attention, voilà. C'est ça. Et c'est peut-être autour de ces valeurs-là qu'il y a quelque chose ce socle de valeurs qui a fait encore une fois la morale judéo-chrétienne. Il y a quelque chose à faire autour de ça, je crois, à maintenir. Et derrière, on est bien dans l'éthique, on est bien dans la sollicitude, on est bien dans la transmission, on est bien dans l'intergénération. On vient rejoindre le pouvoir de la gratitude, hein, quelque part. Absolument. D'ailleurs, c'est un des mots les plus beaux, la gratitude. Ouais. Je remercie. Combien il y a de jeunes qui disent, moi, je remercie mes grands-parents parce que, ils m'ont accueilli, parce que c'était là, parce que ma grand-mère m'écoutait quand j'étais triste, et ainsi de suite. Et ça, on le garde à 80 ans, on peut encore en parler. Parce que voilà, il y a une gratitude. Alors, bien sûr qu'on a eu parfois, il y a des gens qui ont eu des parents qui n'étaient pas des bons parents, ça existe. En effet, la gratitude, elle est différente. Dans ce cas-là, ça sera la gratitude, je sais pas, malheureusement de moins en moins souvent, mais d'un enseignant. Je reprends Albert Camus, Louis Germain, qui à un moment donné découvre que Albert Camus était pauvre parmi les pauvres. Sa mère savait pas lire et écrire. Ils étaient pauvres, elle était touchée par handicap, elle était sourde, et ainsi de suite. Et Louis Germain, il découvre, son père était mort à la guerre. Louis Germain avait aussi fait la guerre de 14. Il voit ce gamin, il se dit, mais c'est pas possible, il est exceptionnel. Il se passe quelque chose. Il va voir la famille, disant, écoutez, il faut que vous m'accordiez
la possibilité qu'il continue ses études qu'il a eues au lycée. Et la famille disait, mais non, moi je veux qu'il travaille, parce qu'il faut qu'il ramène à manger. Et a réussi à les convaincre. Et la gratitude. Et d'ailleurs, quand Albert Camus fait son discours de Stockholm pour son prix Nobel, il le dédie d'abord à Louis Germain. C'est-à-dire, qui parlait, il pensait à sa mère, femme très très pauvre, hyper digne, qui avait élevé seule ses 2 enfants parce que son mari était mort à la guerre, qui n'avait pas d'argent, qui était handicapé. Et puis à Louis Germain, qui a su l'entendre, l'écouter. Et ces gens-là, c'était des gens très humbles, très intelligents à leur manière, très humbles, mais qui ont su écouter. Et donc, il y a cette dignité, il y a ce respect, il y a cette gratitude. En effet, j'ai de la gratitude pour un pâtissier extraordinaire qui fait un gâteau au chocolat à tomber. Mais j'ai aussi la gratitude pour mon père et ma mère qui ont été présents et qui m'ont fait naître, après tout, et qui ont été présents. J'ai de la gratitude pour certaines personnes que j'ai rencontrées. J'ai de la gratitude pour des gens qui m'ont fait grandir, fait avancer. J'ai de la gratitude parfois pour des gens qui m'ont respecté. Et puis j'ai de la gratitude pour ceux qui m'ont tendu la main. Et ça peut être un enseignant, ça peut être un ami, ça peut être une femme, ça peut être que sais-je encore. Voilà, des gens qui à un moment donné disent je vais t'aider, je vais t'écouter, je vais t'accompagner. Waouh, je vais peut-être te prendre en stop, que sais-je encore. Voilà. Et c'est peut-être que c'est ces sommes de gratitude qui nous construisent aussi comme êtres humains. Je voulais aussi te poser comme question, comment est-ce que tu imagines l'évolution des relations intergénérationnelles dans les années à venir? Justement, tu disais, on est dans une mutation de société, la société effectivement vieillit. Comment est-ce que tu le vois en tant que sociologue? Alors, c'est aussi en tant qu'être humain, que personne qui s'inquiète. Le doute, ça construit aussi l'inquiétude. Hein. Déjà, peut-être la première chose, j'ai beaucoup travaillé sur la question des générations. C'était un peu même mon truc. Il y a un très grand sociologue, Karl Mannheim, qui est le premier à avoir écrit en 1928 un livre où il racontait les générations. Alors, entre autres, il parlait de la génération de 14, en disant, bah oui, les générations se construisent parce qu'elles vivent quelque chose en commun, généralement quelque chose de dramatique. Les millions d'hommes, c'était des hommes, même s'il y a des femmes qui sont allées dans les tranchées aussi, mais très très peu, mais qui du coup sont allés travailler pour remplacer les hommes et tout ça, et qui ont vécu des choses très très dures. Mais ceux qui sont retrouvés dans les tranchées, des 2 côtés d'ailleurs, sont des gens qui ont vécu quelque chose. Alors il y en a qui sont morts, il y en a qui sont revenus avec de gros problèmes physiques, d'autres sont revenus avec des gros problèmes mentaux, ainsi de suite. Ça construit des générations. Aujourd'hui, je ne sais pas si la notion de génération veut encore dire quelque chose. Ça ne m'arrange pas d'une certaine manière, mais je ne sais pas. Parce que 3 personnes de 20 ans, même des personnes qui écoutent la même musique, on écoute le rap. Ouais, je ne connais pas très bien le rap et je ne suis pas spécialement friand. Je ne vais pas faire semblant. Mais il m'est arrivé d'écouter les paroles. Certaines paroles m'ont fait littéralement frémir. Et d'autres, j'ai trouvé très belles. Intéressant. Et ils n'écoutent pas nécessairement les mêmes paroles. Et ça envoie pas aux mêmes imaginaires. Et dans certains cas, même, ça envoie des imaginaires qui s'opposent. Donc, les jeunes aujourd'hui n'ont jamais été aussi hétérogènes. Celui qui vit au fin fond de la campagne, qui doit, dès le collège, prendre un car à 6 heures du matin, il ne vit pas du tout la même chose, par exemple, que celui qui vit en banlieue ou dans la grande métropole et qui a le collège, le lycée à côté de chez lui. C'est déjà pas la même chose. Je prends juste un exemple très, très pratique, très pragmatique. Ouais, sauf que c'est déjà pas la même chose, par exemple. Voilà. Et chez les gens âgés, mais c'est pareil. Vivre à 80 ans dans un centre où il y a des établissements de santé qui sont là, des équipements de santé, des médecins, c'est pas pareil que la personne qui doit faire 20 km, 30 km pour aller dans un hôpital. C'est pas la même chose, par exemple. Donc, les imaginaires sont pas les mêmes. Les histoires de vie sont pas les mêmes. Et donc, du coup, on a ça. Donc, premier élément, est-ce que même au sein des mêmes âges, est-ce qu'on va savoir se parler, savoir s'accepter, savoir se respecter? Pas sûr. Et entre les âges, justement, est-ce qu'on va de plus en plus s'enfermer? On s'enferme de plus en plus dans des logiques assez communautaristes. Justement, j'ai des identités différentes, donc je ne veux pas parler aux autres. Identité d'âge, identité d'origine, que sais-je encore. Est-ce que ça, on va continuer de s'enfermer, qui est plutôt quand même une dynamique de la société aujourd'hui, qui est plutôt du repli communautaire ou même communautariste, et donc, sur la question de génération, ça ira là-dedans, ou bien est-ce qu'on va savoir se réinventer et retrouver ou renforcer ce qui existe déjà, parce que ça se maintient aussi, renforcer les liens, là aussi,
les liens de connaissance, les liens solidaires, les liens de compréhension, les liens de gratitude. Est-ce qu'on va être capable de tisser des liens? Une société, c'est quoi? C'est justement, la sociologie, c'est quoi? On va parler des liens. Est-ce qu'on est capable de tisser des liens, de bricoler des liens, ou est-ce qu'au contraire, on casse les liens, on continue d'éloigner les liens, et chacun est dans son coin, et finalement, on se parle le moins possible. Les réseaux sociaux qui peuvent rapprocher les gens, mais qui peuvent aussi enfermer les gens. Voilà. Vers quoi on va aller? Est-ce qu'on va être capable qu'une école, qu'une entreprise, parce que là où les gens se rencontrent, c'est un peu à l'école, mais de moins en moins, c'est encore dans l'entreprise. Voilà, c'est dans ces lieux-là. Moi, je suis à l'INSEC, je rentre dans une école où il y a des gens qui viennent d'horizons très, très différents et qui se parlent plutôt bien. Est-ce qu'on est capable de continuer de renforcer cela, de renforcer ces liens, d'améliorer le tissage? Intéressant, tissage encore. Encore une fois, on est aussi sur cette notion d'âge. Hein. Donc, est-ce qu'on va faire de la culture du lien ou la culture des liens, les deux, quelque chose qui permet de construire, de renforcer la société ou pas? Oui, à côté de ça, aujourd'hui, toutes les études le prouvent que tisser des liens avec son entourage, c'est juste bon pour la santé. Un cerveau qui est tout seul ne fait rien. On est des animaux de relation. On a besoin des autres pour vivre. De ce fait-là, si on ne travaille pas sur cette société du lien ou si on ne cherche pas à le renforcer, enfin, je te dis ça parce que je milite là-dessus, c'est vraiment mon grand dada, on va se tirer une balle dans le pied. Absolument. Le meilleur des médicaments, c'est le sourire de l'autre, c'est la parole de l'autre, c'est l'échange, c'est être en lien avec les autres. Nous sommes en effet des animaux sociaux, on est fait pour ça. On avait fait une étude il y a quelques temps, on disait oui, il y a des gens, oui, les gens veulent moins travailler qu'avant, rapport au travail différent, ce qui est vrai. Pour certains plus distanciés, on peut le dire comme ça, aussi parce que parfois ils y trouvent plus de sens. Mais ce qui est intéressant, c'est que la première motivation, c'est pour ça aussi la limite du télétravail arrive très vite. Je rappelle toujours, dans le télétravail, il y a quand même travail, et que souvent les gens voient télé. Voilà. Et qu'à un moment donné, et les études montraient que les gens ils disent d'abord, bah oui, mais les autres, bah, c'est les voir, c'est les rencontrer. Quand j'ai travaillé sur la question du départ à la retraite, ce que je voyais beaucoup, c'est les gens qui disaient, bah oui, mais les gens perdent 50% de leurs liens sociaux. Parce que les premières personnes qu'on croise le plus, si on est en couple, c'est pas son compagnon ou sa compagne, hein, c'est avec qui on travaille. Et X, je vais pas donner de prénom, mais X, Match Pro, qui m'énervait depuis 20 ans au bureau ou à l'atelier, ouais, bah, il me manque maintenant que je le vois plus. Parce que je suis parti à la retraite. Donc, et si en plus je déménage, bah, mes voisins, je les vois plus non plus. Donc, on est d'abord. Pourquoi le travail, c'est important? C'est important parce qu'il y a du sens, mais c'est aussi important parce que je croise les autres. Pourquoi l'école, c'est important? Bah parce que les jeunes, ils croisent avec d'autres. Et pourtant, il y a beaucoup de jeunes qui se sentent et qui se disent et qui sont isolés. Parce que, voilà, parfois, je vois les autres, mais finalement, je n'échange pas avec eux. Je travaille avec des gens, mais finalement, je ne leur parle pas. Voilà, donc il y a tout ça. Mais les interactions, les rencontres, mais c'est ce qui nous fait avancer. À chaque fois, quand je parlais de Louis Germain, quand je parlais de tout ça, à chaque fois, c'est d'abord, quand on parle de gratitude, c'est d'abord une rencontre. Alors, ça peut être rencontre dans un livre. Hein. J'ai rencontré un livre qui m'a transformé. Ouais. J'ai rencontré un auteur, un poète, une chanteuse, j'en sais rien, qui m'a transformé. Mais la rencontre, elle est d'abord humaine. C'est d'abord une rencontre humaine. Ah bah ouais. Et ça peut être, bah, et comment les couples se font parfois? Comment l'amour naît? Bah parce que d'un seul coup, j'ai rencontré quelqu'un. J'étais au jardin d'enfants. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un, pas un enfant, j'ai rencontré un adulte, un parent par exemple. J'étais à l'école, j'ai rencontré quelqu'un qui a été peut-être un ami toute une vie ou pas, mais c'est pas grave, on s'est perdu de vue. Ouais, mais n'empêche que pendant ces années-là, et quand j'y pense, je me rappelle de cette personne, j'ai encore son prénom en tête, une fille, un garçon, je me rappelle de cela, plus tard, et ainsi de suite. Et je me suis fait des amis. Dans une maison de retraite? Bah oui, dans une maison de retraite, je me suis fait des amis, je suis retombé amoureuse ou amoureux à 90 ans. Voilà, donc tout ça, où je suis retombé en amour, qui peut être un amour amical, je suis rencontré en connivence, en partage, là encore. Voilà. Mais bien sûr, c'est le lien, il est majeur. Et on parlait de chocolat, mais je mange bien mieux, je déguste bien mieux du chocolat avec quelqu'un que tout seul. D'une certaine manière, je suis jamais seul avec du chocolat, mais je suis encore moins seul quand je le partage avec quelqu'un. Encore une fois, c'est le partage. Et d'où ça vient? La nourriture, au début, on partage justement. On va partager un projet, on va à l'école, on va dans un endroit pour apprendre un nouveau métier. On partage, on s'entraide. Ça fait partie du jeu. Le mot entraide, il est magnifique aussi.
Kropotkin, qui avait un livre qui s'appelait L'entraide. On se soutient, c'est autour de ça. Encore une fois, on est Simone Veil, le lien, les racines, et on s'entraide. Ça marche comme ça. Camus qui dit, j'ai découvert la solidarité sur les terrains de football et au théâtre, où je fais avec les autres. L'entraide, c'est ça. La découverte de l'autre, c'est ça. Et je découvre que, ah bah ouais, j'ai besoin de l'autre. L'interdépendance. Une société, nous sommes tous interdépendants. J'ai besoin de l'autre pour prendre le train. Bah oui, bah faut quand même qu'ils aient été construits, les trains. Et puis qu'il y ait quelqu'un qui les conduise. Voilà. Donc, j'ai bien besoin de l'autre à tous les âges de la vie. Il y a des âges où j'ai plus besoin. Quand je nais, évidemment, le nourrisson, jamais autant il aura besoin de quelqu'un d'autre que là. La personne âgée, très fragile, elle a besoin des autres. Mais tous, on a besoin des autres. Tous, on a besoin d'interdépendance et d'entraide. Ça fait partie de... Bah, c'est même pas que ça fait partie. C'est sans entraide, sans interdépendance, bah, y a pas de société. Et on ne vit pas. Et on ne vit pas, on meurt. Ouais. Comme une plante sans eau. Mais elle a besoin de pluie ou elle a besoin de quelqu'un qui mette de l'eau. Donc d'un être humain. Donc, mais moi, l'être humain, j'ai aussi besoin qu'il y ait de la plante. Parce que ça participe de la biodiversité. C'est le vivant. Achille Mbembe, à un moment donné, la démocratie du vivant. On est des êtres vivants. Alors évidemment, nous sommes des êtres humains avec des différences, un cerveau, une mémoire, ainsi de suite. Mais l'être humain, sans les autres êtres vivants, bah, il finit par disparaître. Donc il a la fleur, la plante a besoin de l'eau, et parfois que ce soit l'être humain qui amène l'eau, mais il le fait pour la plante, mais il le fait aussi pour lui. Parce que s'il n'y a plus de plantes, je meurs. Et d'ailleurs, s'il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de cacaoyer, et donc il n'y a plus de chocolat. Il n'y a plus de chocolat. Donc, enfin, en résumé, le lien reste quelque chose de majeur et entretenir le lien, le partage est quelque chose de véritablement majeur pour qu'une société fonctionne, en fait. Le lien est majeur et magique. Et magique. C'est-à-dire qu'il nous rend, voilà. Donc, avec 2 minutes de bonheur, je continue. Exactement. Parce que c'est 2 minutes de bonheur pour toi, c'est 2 minutes de bonheur pour la personne qui parle, c'est 2 minutes de bonheur pour les dizaines, les centaines, les millions de personnes qui écoutent. Et du coup, les gens qui écoutent, quand ils vont mieux, quand ils ont ce bonheur-là, ils en parlent à d'autres. Donc, ils renvoient aussi du bonheur à d'autres. Et le bonheur est contagieux. Absolument, absolument. Et surtout, hein, la joie, l'émotion de la joie est une émotion du partage. Quand on est content, on n'a qu'une envie, c'est de le dire, c'est de partager. Celui qui va réussir un examen, il ne se tire pas chez lui enfermé à double tour. Il a juste envie de le partager. Et du coup, comme quand on savoure un bon chocolat, on a envie de le partager avec un autre. Exactement. La joie, simcha, hein, ce partage, et la joie, c'est Itélissum qui disait, mais et la joie, c'est pas le bonheur. C'est encore deux choses. Parce qu'on peut même être dans des moments difficiles et garder de la joie. Dire, ouais, c'est dur. Ouais, là, je vis pas vraiment quelque chose qui est du bonheur. Mais je garde ma joie. La joie, elle est en moi. Il y a des, oui, c'était Itélissum qui avait ça, qui passait camp de concentration, ainsi de suite, et qui arrivait à garder une espèce de spiritualité extraordinaire qui est, non, je garde de la joie parce que je veux justement la partager, je veux sauver les autres, je veux les aider, je veux être là. Et donc, ouais, et c'est garder ça. Et finalement, et la joie se partage. Exactement. Une joie égoïste, ça n'existe pas. C'est la saloperie. Non, ça marche pas. C'est l'égoïsme. C'est même pire que ça. C'est être salaud, en fait. La joie, c'est j'ai envie de la partager. Il y a un éclair de joie. La joie en partage. Sinon, ça marche pas. Ouais. Exactement. Allez, je change de regard. On va passer à la deuxième partie de notre interview. Je vais te poser nos petites questions autour du bonheur. La première, c'est qu'est-ce qui te rend heureux dans ton quotidien? Qu'est-ce qui me rend heureux dans mon quotidien? C'est les rencontres, les surprises, les bonnes surprises. C'est le sourire. C'est je me déplace qu'en vélo, il m'arrive de brûler des feux rouges. Mais c'est aussi de m'arrêter et de laisser passer la personne. C'est Lévinas aussi qui disait la plus belle phrase française, c'est après vous, je vous en prie. Et c'est le je vous en prie. Ah merci, je vous en prie. Voilà, laissez passer, ainsi de suite. C'est ça la joie d'abord. C'est ça le bonheur de la journée. Après, il y a un bon chocolat, après rencontre, échanger, retrouver la personne que l'on aime, il y a des choses comme ça. Mais voilà, c'est autour de cela. Notre deuxième question, une valeur humaine qui te rend heureux? Un homme, ça s'empêche. Je garderai là, savoir se retenir, ça, ne pas faire des choses qu'il ne faut pas faire. Peut-être que c'est ça la première des valeurs. Notre troisième question, un événement qui t'a rendu particulièrement heureux? Donc un événement extérieur à moi? Ou intérieur à toi, peu importe, comme tu le souhaites. Récemment ou de manière... Quand tu veux.
La rencontre avec l'âme sœur? Bah, ça peut. Mhm. Ouais. Merveilleux, merveilleux. Et ensuite, ton secret pour être heureux? Mon secret pour être heureux, Albert Camus, Woody Allen, c'est-à-dire euh, exprimer sa joie, dire qu'on est heureux, et l'autodérision, Woody Allen. Euh, Camus, il y a ce côté, ouais, on a le droit d'être heureux. Le soleil me rend heureux, les autres me rendent heureux, l'amour me rend heureux, aimer me rend heureux. Il y a cette formule, ne pas être aimé est une malchance, ne pas aimer est un malheur. Quelque chose comme ça. Et puis l'autre côté, Woody Allen, arrivez toujours à avoir un peu d'autodérision, rire de soi, avant que les autres rient de vous. Il y a quelque chose autour de ça. Donc, je m'amuse souvent, j'ai un physique, tout ça, je suis petit, je suis chaud, je ris de ça. De toute façon, je sais que les autres en rient, donc autant en rire le premier. Il y a un proverbe yiddish qui dit ris, on rira avec toi, pleure, on s'éloignera de toi. Donc, j'ai toujours ce petit truc-là, c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà, allons-y, soyons pas victimes, quoi. Donc, cette espèce d'autodérision qui est aussi un truc en disant on se la joue pas. Ouais, t'as écrit des bouquins, tu fais des machins et tout. Ouais, on se calme, quoi. Ça, c'est quoi? Hein, j'ai sauvé personne. Voilà, donc restons. Voilà. Ouais, Bah, peut-être que tu as l'autodérision est là. sauvé quelques âmes tout de même grâce, Oui, grâce à tes propos, tes paroles. Tu parlais tout à l'heure d'une rencontre avec un livre. Peut-être que pour certains, rencontrer un de tes livres les a peut-être éclairés c'est sur vrai. comment. Ouais, il y a des gens qui me l'ont écrit. Il y a des étudiants, il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé une étudiante qui est venue me voir. Je l'ai eu il y a 20 ans. Et je faisais une conférence, elle est venue et tout ça. Elle s'est mise à pleurer en me disant, mais vous savez, vous êtes le prof que j'ai retenu et tout ça, et vous voir. Elle s'est mise à pleurer. Alors, il y a des gens très âgés autour qui étaient assez étonnés, parce qu'elle était assez jeune, elle avait je sais pas, une quarantaine d'années, et c'était il y a 20 ans, quoi. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit, un copain comme ça qui m'appelle, t'es mon grand frère maintenant, parce qu'il m'a écouté dans une conférence. Il m'a dit, bah, t'as transformé ma vie, quoi. Il a travaillé sur le vieillissement alors qu'il n'aurait jamais pensé, ainsi de suite. Et en effet, il y a des gens parfois même qui m'écrivent, disant, bah, ce livre, je l'ai avec moi, il m'a changé, des phrases qui ressortent. Donc c'est vrai, oui, il peut y avoir ça. Mais on se calme, quoi. C'est par rapport à 8 milliards d'individus, ça fait pas grand monde. Hein. Mais oui, mais quand même, tu sais, c'est les petits fleuves qui font les grandes rivières, hein. Oui, et puis on a le droit de dire qu'on a aussi de l'ego. Alors il s'agit que l'ego soit pas trop gros, mais ça fait du bien aussi quand quelqu'un vous dit, vous m'avez fait du bien. Je dis, bah Ben, merci, vous me faites euh, du bien de me le dire. Donc oui, oui, c'est vrai. Ouais. j'ai la chance, comme toi, de recevoir de ces petits messages hyper sympas pour les podcasts, me disant combien ça leur a fait du bien, ou des personnes qui m'écrivent à la suite du fait d'avoir joué au jeu de 2 minutes de bonheur et combien ça les a rendus heureux et combien ça leur a fait découvrir des facettes des personnes en face d'eux qu'ils ne soupçonnaient pas. Je trouve ça juste merveilleux. En fait, j'ai envie de dire à tous les auditeurs, que ce soit pour toi, Serge, ou pour moi, n'hésitez pas à nous écrire, ça nous fait du bien parce que ça nous encourage. Ça ne fait pas grossir notre ego, mais par contre, ça nous encourage à continuer. Et ça, Absolument. Ouais. ça vaut- C'est la gratitude. C'est encore une fois la gratitude. Dire Mm. merci, ça fait du bien à celui qui reçoit et ça fait du bien à celui qui le dit. C'est, on est gagnant. Les deux sont gagnants. Absolument. C'est encore une fois donner, recevoir, rendre. C'est voilà, c'est le don. Il y a quelque chose. Ah merci, merci. Je vous en prie, merci. Enfin voilà, ça fait du bien de le dire. On ne dit pas assez merci finalement. On remercie pas assez. Comme c'est Louis Chédid, cette chanson de Louis Chédid, on dit pas assez souvent aux gens qu'on aime qu'on les aime. Ben c'est ça. C'est ouais. Et ça fait du bien aux deux. Ça fait du bien de l'entendre et ça fait du bien de le dire. Je fais attention à le dire régulièrement à mes enfants, en disant bah ouais je vous aime. Ah oui. Ah ouais, Ah, voilà. c'est tellement important. Et c'est pas bêta. Hein. C'est après il y a différentes manières d'aimer bien sûr. C'est pas le sujet, mais n'empêche que le dire, bah, c'est chouette. Et parfois quand un être très proche disparaît, on se dit est-ce que je lui ai assez dit? Est-ce que je m'en veux pas un peu de pas lui avoir dit? Comme on s'en veut parfois de pas l'avoir appelé, pas suffisamment l'appeler et tout ça. Après sans vouloir, voilà, c'est la vie aussi. Mais n'empêche que se dire de temps en temps, comme se dire, moi je m'arrête souvent, mais c'est un peu dans tes questions, je m'arrête souvent en disant bazar de sort pour pas dire un autre mot. Putain, j'ai de la chance. Je suis vivant. Ça va bien. Je suis dans une ville qui a été abîmée, mais qui est encore magnifique. Paris. Je suis dans un pays qui a été abîmé, mais qui est encore magnifique. Je suis vivant. Voilà, je rencontre des gens. Je découvre un chocolat formidable. Je découvre un livre exceptionnel. Waouh, c'est top, quoi. Donc, garder aussi un, ouais, je sais pas s'il faut dire une âme d'enfant. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais toi, tu as gardé un petit côté, ouais, je suis parfois un peu naïf, voire trop naïf, c'est vrai. Mais en même temps, garder une capacité d'émerveillement. Et je me dis, waouh, je découvre un truc encore, mais c'est génial.
Ah, tu connaissais pas? Bah non, je connaissais pas. Mais c'est génial de se dire, il y a encore des choses que je connais pas. Ou des livres, j'ai pas tout lu Proust. Je me dis, mais un jour, je vais lire tout Proust. Mais quel bonheur, parce que je sais que c'est une écriture qui me plaît, qui est magnifique. Voilà. Il me reste encore, y a une correspondance entre Maria Cazares et Albert Camus. J'ai pas tout lu. Il y a, je sais pas, 1800 pages. Mais je m'en délecte. Ça fait des années que je la lis. Mais je m'en délecte. Je sais qu'il me reste plein de pages. Et la fin, je la connais, hein, c'est pas le sujet. Mais c'est les mots, c'est la formule, c'est le regard, c'est l'émotion qui va sortir. C'est le message à un moment donné. Je dis, waouh, c'est trop beau, c'est trop bien. On s'arrête sur une phrase. Ça me suffit parfois. Je dis, waouh, c'est topissime, quoi. Voilà. Il y a des choses comme ça qui vous ouvrent au monde. Ouais, clairement. Et hop, je me lance. Notre question suivante, quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Joie, rencontre, entraide. Joie, rencontre, entraide. Joli programme. Et notre dernière question, en 2 minutes, qu'est-ce que tu aurais envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Ce que je proposerais à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux, c'est qu'ils retrouvent en eux le bonheur d'essayer d'apporter du bonheur aux autres. La joie de faire du bien, et même un tout petit bien. Je me méfie, d'ailleurs, je me méfie un peu des grandes lois ou des grandes idéologies du bien. Comme disait Vassili Grossman, d'ailleurs, je l'ai mis en exergue de mon dernier bouquin, parce qu'il a vu aussi Sauver la planète. Il y a un truc dans Vassili Grossman, dans Vie et Destin, il dit je ne crois pas au bien, je crois à la bonté. Exercer sa bonté. Il faut s'entraîner, il faut faire du sport, de l'activité physique, c'est très bon pour la santé, mais exercer de la bonté, c'est pas mal aussi, et c'est très bon pour la santé. Exercer de la bonté. Eh, écoute, formidable. Alors, tu sais qu'on a une petite tradition chez Bulle de Bonheur, c'est qu'on termine toujours par une petite mousse. Alors, notre petite mousse, c'est une citation. Et alors, ça pourrait être, est-ce que, à ce sujet, je crois que je vais terminer par un bon chocolat. On va le faire comme ça. Et notre bon chocolat de la semaine, justement, il nous vient des temps anciens, il nous vient de Sénèque, et qui nous dit, il faut toute la vie pour apprendre à vivre. Magnifique. C'est une mousse au chocolat. C'est une mousse au chocolat, exactement. Excellent. Écoute, un grand merci, Serge, de ce moment passé ensemble, de tout ce que tu nous as appris sur cet intergénérationnel, puis sur la joie, sur le bonheur. Enfin, j'aime beaucoup tout ce que tu nous as partagé. Je rappelle, Serge Guérin, les 2 livres dont on parle parmi tous ceux que tu as écrits, et Si les vieux aussi sauvaient la planète, qui ont été écrits aux éditions Michalon et parus en 2024. Et La guerre des générations aura-t-elle lieu chez Kalman Levy en 2017. Alors, merci Serge de ta présence. Merci à toi. C'était un plaisir partagé, donc un bonheur partagé. Exactement, merci beaucoup. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.